Sur le papier, le mot qui se fait entendre, c'est « cesser le feu ». Mais dans le ciel du Liban, ce qui tombe, ce sont des bombes. Israël et les États-Unis affirment que Beyrouth n'a jamais été inclus dans l'accord. Pourtant, le Pakistan tient un discours différent. Le Liban ferait bien partie de la trêve. Alors, qui dit la vérité ? Et plus inquiétant encore, le terme « cesser le feu » serait-il utilisé non pas pour arrêter la guerre, mais pour choisir quel champ de bataille peut encore brûler? Si cela est vrai, ce qui est en jeu n'est pas seulement l'honnêteté diplomatique, mais aussi le contrôle du récit de la guerre elle-même. Car lorsque le contenu même d'un accord peut être déformé, la question suivante devient bien plus sombre. Que cherche-t-on à cacher au public? C'est à partir de ce point que l'on entre dans une couche plus dangereuse. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui tire sur qui, mais de savoir qui contrôle l'information, qui brouille la réalité, et qui s'efforce de faire en sorte que le monde ne voit la guerre que selon la version qu'ils autorisent. Ce que l'on dissimule ne semble pas être seulement les détails des combats, mais aussi les signes de la défaite elle-même. Israël restreint sévèrement la couverture médiatique des tirs de missiles iraniens. Les journalistes, locaux comme étrangers, sont empêchés de filmer les points d'impact, les dégâts et leurs conséquences sur le terrain. Parallèlement, les États-Unis bloquent la diffusion d'images satellites à haute résolution au Moyen-Orient. En conséquence, l'espace de vérification des faits se rétrécit et le vrai visage du conflit est de plus en plus enfoui sous un brouillard informationnel. Mais aussi dures que soient les restrictions, la réalité du terrain finit toujours par filtrer. Les sirènes d'alerte retentissent presque sans interruption, surtout dans le nord, près de la frontière libanaise, et s'étendent parfois jusqu'à Tel Aviv. Les attaques de drones et de missiles du Hezbollah et de l'Iran plongent les citoyens dans une anxiété qui ne s'apaise jamais vraiment, sans savoir quand la prochaine frappe surviendra, ni quelle sera son ampleur. Les conséquences commencent à se faire sentir. L'exode s'amplifie lentement. Pour la première fois, Israël fait face à une situation où le nombre d'émigrés de longue durée dépasse celui des citoyens qui reviennent. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ceux qui partent sont des professionnels, médecins, ingénieurs, travailleurs de la tech, qui soutiennent l'économie et le système de santé. Ce qui disparaît, ce n'est donc pas seulement des chiffres, mais la qualité humaine qui forme l'épine dorsale du pays. Le sentiment de sécurité s'effondre. De plus en plus de citoyens doutent de la capacité de l'État à les protéger. Le maire de Margalio, une petite ville du nord d'Israël, n'a pu retenir ses larmes en décrivant la destruction de sa région. Dans le même temps, la situation à Kiryat Shmona devient de plus en plus sombre. Son maire parle d'une ville disparue, abandonnée par ses habitants sous la pression des attaques incessantes du Hezbollah. Cette inquiétude se propage ensuite à de nombreuses couches de la société. Des manifestations anti-guerre commencent à apparaître dans diverses villes, tandis que l'opposition à la conscription grandit, y compris au sein de la communauté juive orthodoxe. À ce stade, Israël n'est plus seulement confronté à une menace extérieure, mais aussi à une crise domestique qui érode lentement sa résilience de l'intérieur. Ce qui est désormais touché, ce n'est plus seulement le sentiment de sécurité, mais aussi les actifs qui soutiennent la capacité de résistance d'Israël lui-même. Tout n'est pas rendu public, mais une partie a déjà fuité et suffit à montrer la tendance. Dans le sud, des tirs iraniens auraient ainsi frappé la zone industrielle de Neld-Neldov, près de Beersheva, une région connue comme l'un des plus grands centres industriels chimiques d'Israël, et qui a été frappée plus d'une fois en peu de temps. Mais le simple fait qu'une zone de ce calibre puisse être atteinte reste un signal inquiétant. Au nord, la pression sur les infrastructures énergétiques devient également plus visible. Reuters rapporte qu'un missile iranien visant la raffinerie de Haïfa a en réalité touché un immeuble résidentiel, tuant 4 personnes après l'effondrement d'une partie du bâtiment. À peu près au même moment, des photos et des rapports de terrain montrent des dégâts dans plusieurs autres endroits, notamment à Petah Tikva et Ramat Gan, indiquant que les cibles des attaques ne sont plus sporadiques, mais de plus en plus étendues et dangereuses. À Bnei Brak et dans d'autres villes du centre d'Israël, la menace change également de forme. Reuters rapporte que l'Iran a tiré des missiles à sous-munitions, un type d'attaque bien plus difficile à gérer car il disperse des explosifs sur une zone plus large et augmente les risques de dégâts en zone civile. Des photos de Mars montrent l'impact à Bnei Brak. Des rapports ultérieurs confirment que ce type de schéma d'attaque s'est répété jusqu'au début avril, y compris à Petah Tikva et Ramat Gan. Ce qui rend tout cela plus grave, c'est la direction des frappes. Ce qui est touché, ce ne sont pas seulement des maisons, des routes ou des véhicules, mais aussi des zones industrielles, des infrastructures énergétiques et des zones densément peuplées qui soutiennent la vie quotidienne d'Israël. Chaque sirène ne signale plus seulement une menace momentanée, mais envoie aussi un message plus profond. Les couches vitales du pays commencent à être atteintes. Et si ce schéma se répète, ce qui est testé n'est pas seulement la défense aérienne d'Israël, mais sa résilience nationale dans son ensemble. En plus d'être frappé sur des points vitaux, Israël est désormais également sous pression de l'intérieur, en raison du coût croissant de la guerre. Les opérations terrestres et les frappes aériennes au Liban ont tué plus de 6400 personnes
et forcé environ 1,2 million de civils à se déplacer depuis début mars, augmentant la pression politique et humanitaire sur le gouvernement. À l'intérieur, les critiques se multiplient, car une guerre qui s'étend sans cesse n'apporte toujours pas de sentiment de sécurité clair. Au sein même de l'armée, l'alarme a été sonnée. Le général de l'IDF, Eyal Zamir, avertit que l'armée pourrait subir de graves dégâts si la crise des effectifs n'est pas résolue. Rapidement, la guerre prolongée à Gaza, au Liban, en Syrie et sur d'autres fronts épuise les réserves, réduit les rotations et rend la fatigue au combat de plus en plus réelle. Il ne s'agit plus seulement de morale, mais de la résilience de la structure militaire elle-même. Un autre problème vient du côté de la défense anti-aérienne. La consommation de missiles intercepteurs pour contrer les tirs iraniens et de ses proxys est bien plus rapide que la capacité de production. Iron Dome, Patriot et Arrow sont utilisés à un rythme élevé, tandis que les coûts gonflent de jour en jour. Si les stocks d'intercepteurs continuent de diminuer, les chances que les missiles ennemis percent la défense augmenteront. Et cela signifierait une destruction plus large à l'intérieur d'Israël. Cette pression se répercute ensuite sur l'économie. Les activités sont perturbées, les coûts de mobilisation augmentent et l'incertitude pèse sur les investissements. À cet instant, Israël ne fait pas seulement face à une menace extérieure, mais aussi à une explosion de pression interne qui pourrait contribuer à déterminer la direction future de la guerre. De l'autre côté, plus de 5 semaines de conflit montrent que l'Iran ne s'est pas encore effondré. Malgré de fortes pressions de la part d'Israël et des États-Unis, l'Iran est encore capable de maintenir sa capacité de frappe. Les derniers rapports indiquent que sa capacité de missile n'a pas été réellement paralysée et que le rythme de ses attaques est encore suffisant pour maintenir la pression. La stratégie de l'Iran semble claire, non pas chercher une victoire rapide, mais forcer l'ennemi à s'épuiser. Il s'appuie sur un modèle de guerre asymétrique, lancer des missiles par étapes, produire des drones bon marché, et laisser leur réseau de proxy actifs sur de nombreux fronts. Avec un système décentralisé, la pression militaire se poursuit même sous des frappes intenses. C'est là que le problème commence à se faire sentir pour Israël. Lorsque les tirs ne s'arrêtent pas, même le système de défense aérienne le plus sophistiqué peut finir par s'épuiser. Mais ce type de guerre d'usure comporte aussi un risque majeur pour toute la région. Car lorsque deux puissances entrent dans une logique d'épuisement progressif, la ligne entre pression stratégique et escalade incontrôlable devient extrêmement mince. Chaque frappe qui touche une infrastructure énergétique, chaque interception ratée, chaque victime civile supplémentaire augmente la probabilité d'un basculement plus large du conflit. Dans ce contexte, la question du cessez-le-feu prend une signification différente. Il ne s'agit peut-être plus seulement d'arrêter les combats, mais de redessiner les priorités militaires sans l'annoncer publiquement. Certains fronts se figent, d'autres restent actifs. Certains territoires deviennent silencieux, tandis que d'autres continuent de brûler. Et pendant que l'attention internationale se concentre sur un secteur précis, la pression peut se déplacer ailleurs, plus discrètement. C'est aussi pour cela que la bataille de l'information devient centrale. Restreindre les images satellites, limiter l'accès des journalistes, contrôler les communiqués militaires. Tout cela façonne la perception globale de la guerre. Car dans les conflits modernes, ce n'est pas seulement le terrain qui décide de l'issue, mais aussi le récit dominant qui s'impose à l'opinion internationale. Pendant ce temps, la fatigue stratégique commence à apparaître des deux côtés. Les stocks d'intercepteurs diminuent, les budgets militaires explosent, les populations civiles vivent sous tension permanente. Même les alliés commencent à calculer le coût réel d'un engagement prolongé.